Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Abdelkader, le frère de Mohamed Merah, devrait être inculpé pour complicité dans les tueries de Montauban et de Toulouse. Selon les enquêteurs, il aurait pris part au vol du scooter et donc au meurtre le 11 mars du sergent-chef Ziaten. Abdelkader et sa compagne ont été transférés ce matin à Paris sous haute protection policière. Nicolas Sarkozy doit réunir à l'Élysée ses principaux ministres et chefs de la sécurité. Les enquêteurs seraient à la recherche d'un ancien colocataire de Mohamed Merah qui aurait résidé chez lui rue du Sergent Vignier. Passé le choc, les habitants de ce quartier toulousain tentent de reprendre une vie normale. Une cellule psychologique a été mise en place. Beaucoup se plaignent d'angoisse, d'insomnie et même de troubles alimentaires. Une partie de ces habitants ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. C'est bien sûr anecdotique au regard de la douleur des familles des victimes de Mohamed Merah. Mais si l'affaire de Toulouse et son exposition médiatique ont affecté la communauté musulmane de France, elles y ont également provoqué des blessures pour le moins inattendues. Même prénom, même nom, même âge. Depuis 3 jours, Mohamed le boxeur vit un cauchemar. D'abord le choc d'être l'homonyme du tueur de Toulouse, puis les insultes sur Facebook et enfin le coup de grâce, son visage dans des journaux anglo-saxons. Franchement, de voir sa propre photo alors qu'on n'a rien fait dans les journaux, avec voilà, on met la tête, on l'entoure, ennemi public numéro 1. Bien sûr que ça va nuire à ma carrière, c'est la suite logique. Hein. On va avoir le nom et le prénom d'un tueur, que je sois de Toulouse, que je sois de Douai, c'est le nom et le prénom qui va choquer les gens. Mohamed va prendre un avocat, sans doute porter plainte. Pour son coach aussi, le risque d'amalgame existe, malgré la mort du terroriste hier. Nous organisons un gala de boxe bientôt, le 20 avril. Donc Mohamed fait figure de combat vedette. On a déposé des affiches un petit peu partout dans Douai. Certains commerçants ont commencé à retirer leurs affiches. Dans son quartier, en tout cas, ses nombreux supporters font bloc. Ici, Mohamed Merah est un grand frère, respecté de tous. Mohamed Merah, chez nous, c'est un boxeur, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui travaille dans un foyer d'SDF. C'est quelqu'un de très calme et quelqu'un de posé. Rien à voir avec ça. En attendant, sur le ring, Mohamed est parigot, un surnom de boxeur bien plus facile pour lui à porter aujourd'hui. Toujours en lien avec les drames de Toulouse et de Montauban, l'initiative déplacée de cette professeure d'anglais d'un lycée de Rouen qui avait suggéré à ses élèves de faire une minute de silence en mémoire de Mohamed Merah n'était pas liée à des convictions politiques mais à un problème de santé selon le syndicat SGEN CFDT qui affirme que l'enseignante bénéficiait d'un suivi psychologique. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a annoncé sa suspension immédiate. Et comment ne pas faire le lien avec les meurtres de Toulouse? Un nouvel acte antisémite a été perpétré dans le sud de la France. Le carré juif du cimetière de l'Est à Nice a été vandalisé. Impossible de dater précisément les faits, mais plus d'une trentaine de sépultures y ont été dégradées. Il ne s'agit pas de profanation, mais plutôt d'actes de vandalisme qui ont visé un des symboles forts du judaïsme. Une réaction, je dirais presque de désespoir devant tant de bêtises et tant de haine. Donc là, il s'agit de dégradation de tombes parfaitement visées puisque ce sont des étoiles de David, c'est-à-dire des symboles, le symbole même du judaïsme et des juifs qui ont été dégradés. Il ne s'agit pas de vol de métaux comme malheureusement il y en a beaucoup dans les cimetières puisque cette action est parfaitement ciblée sur un symbole. Des étoiles de David arrachées, tordues ou cassées, des dégradations qui ont singulièrement touché la communauté juive niçoise, mais aussi les autorités politiques. Alain, bientôt. Je suis d'abord venu pour constater, ensuite pour témoigner mon émotion, témoigner de mon soutien, dire que rien ne doit rester impuni, pas le moindre geste, et plus encore en cette période, nous ne laisserons rien passer. Le maire, au nom de la ville qui est responsable du cimetière, a décidé de porter plainte. Les rondes de nuit de la police municipale seront renforcées dans et autour du cimetière. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice. Là, ça c'était une statue. Et là, il y avait une plaque aussi.
Un nouveau vol de métaux a été commis dans un cimetière du Bas-Rhin, le 4e depuis le mois de décembre. Croix, crucifix, statues, les ornements de 96 tombes ont été arrachés, des objets qui ont une faible valeur marchande. Je ne sais pas ce qu'ils vont en retirer, c'est quelques euros, puisque c'est un peu de fer, un peu d'aluminium ou de laiton, peut-être avec un peu de chance, un peu de bronze, mais ils ne vont pas en tirer grand-chose, c'est vrai, par rapport à ce que le préjudice que chaque personne va avoir par rapport à sa tombe pour le remplacer, et puis le préjudice moral. Une enquête est en cours, les précédentes affaires de vol commis dans des cimetières du département n'ont pas encore été élucidées. À Clermont, une semaine après cette mobilisation, place de Jaude en soutien à la famille El Yamni, dont le fils Wissam est décédé à l'issue d'une interpellation durant la nuit de la Saint-Sylvestre. L'avocate de la famille du disparu a annoncé qu'il réclamait une contre-expertise médico-légale. L'autopsie qui a révélé que Wissam était décédé des suites d'une forme de strangulation ne permet pas, selon lui, de totalement clarifier les événements. La famille réclame par ailleurs les mises en examen des 2 policiers incriminés dans cette affaire. La semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse se termine demain. L'occasion de faire une dernière piqûre de rappel. Le nombre de donneurs est toujours insuffisant. Pourtant, grâce à eux, des vies peuvent être sauvées. On est tous des êtres uniques et il faut trouver cette personne qui nous ressemble le plus génétiquement. Donc c'est mathématique, plus ce fichier il sera grand, plus on aura de chances et de probabilités de trouver le donneur qui correspondra à la personne malade. Actuellement en France, 2000 malades sont en attente urgente d'une greffe de moelle osseuse. La tularemie, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans le milieu de la chasse, on connaît bien cette maladie infectieuse. Transmise à l'homme principalement par le lièvre, elle est particulièrement fréquente à cette époque de l'année. Combien déjà dans le ref ? Là, c'est le 7e, donc il y a déjà 7 cas positifs avérés, ça pourrait être le 8e. Laurent, technicien en cinégétique à la Fédération départementale de la chasse de l'Oise, commence à bien connaître la tularemie. Cette maladie qui touche particulièrement le lièvre est transmissible à l'homme. Quand on manipule ce type d'animaux et qu'on a des petites coupures par exemple sur les mains, la bactérie va s'introduire à ces endroits-là et donc on va contracter la maladie. Et les symptômes ? Donc les symptômes, c'est un état un petit peu fiévreux comme si on avait la grippe et puis assez rapidement des ganglions sous les aisselles. Donc là, il faut aller consulter si on avait ces symptômes. Enfin bon, après c'est une maladie qui se guérit très bien avec des antibiotiques, donc il n'y a pas non plus de vrai risque pour l'homme si c'est soigné à temps. La tularemie apparaît souvent à la fin des moissons et au début du printemps. À l'origine, la prolifération des campagnols et des tiques responsables de la transmission chez le lièvre et les rongeurs. Les chasseurs recommandent donc la prudence lors des promenades dans les champs et les bois. S'ils trouvent un animal qui a un comportement anormal ou mort, ne pas le toucher, prévenir soit la fédération, soit l'office national de la chasse, bien se laver les mains surtout. Si on ramasse des aliments, des champignons, enfin peu importe, bien les laver. Bien les cuire à cœur pour éviter effectivement, pour détruire justement toute forme de bactéries. Une autre maladie est en recrudescence dans le département de l'Oise, l'échinococose alvéolaire. Celle-ci est transmise du renard à l'homme, elle peut être mortelle en l'absence de traitement. Les personnes allergiques l'ont sans doute constaté, les pollens de bouleau font leur arrivée et ce n'est qu'un début. Le pic de pollinisation est attendu dans les prochains jours, comme ici dans la région lyonnaise, une sale période pour les plus sensibles. Vous êtes allergique, vous, au bouleau, frêne, platane. Catherine Paris est comme un Français sur 5, allergique. Sa bête noire, le pollen d'arbre, lui gâche l'existence chaque printemps. 4-5 heures du matin, on est réveillé par la gêne créée par l'allergie. Ça, c'est le plus insupportable. Donc, une grosse fatigue qui vient s'accumuler. Des éternuements vraiment à la chaîne. La tête prise comme dans un compresseur. Des symptômes qui vont empirer dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, ces capteurs ne l'ont pas repéré, mais le pollen de bouleau doit arriver ces jours-ci dans la région, avec une semaine d'avance. Les jours qui vont venir, c'est les pollens de bouleau qui vont prendre place et les quantités vont augmenter petit à petit pour atteindre un pic au début avril, entre le début avril et la mi-avril. Le bouleau est l'arbre dont le pollen est le plus allergisant et il en produit en grande quantité. Un pollen qui va s'ajouter à ceux déjà présents dans l'air. Populus, cupresse,
Une plaie pour les polyallergiques, mais ils peuvent s'y préparer. Les patients qui se savent allergiques au bouleau et à qui on prévient, que l'on prévient en disant les bouleaux arrivent, les pollens de bouleau arrivent, vont pouvoir commencer leur traitement anti-allergique de façon un peu préventive. Et plus on commence tôt, moins les symptômes seront gênants et moins au total il y aura besoin de donner des traitements. La pollinisation du bouleau va durer 1 mois, mais ensuite les graminées prendront le relais. D'ici l'été, les allergiques auront donc très peu de vacances. Et si le pollen gâche un peu le retour du printemps, voyons quand même le bon côté des choses. Il fait beau et cela fait beaucoup de bien au moral. Dans l'Est, à la frontière franco-allemande, l'ambiance est presque estivale. Pas facile de travailler cet après-midi. Les bords de la Sarre ont un air de vacances et les étudiants ont déserté la bibliothèque. Soleil oblige, les révisions attendront. On parle et on regarde au soleil et on se bronze un petit peu, donc on ne travaille pas trop. Ça sent les vacances, c'est la douceur de vivre. Quand le soleil brille, on est plus motivé, tout le monde est plus motivé, tout va bien. Enfin, ça, c'était pour les plus chanceux. Pendant ce temps-là, dans les boutiques, les vendeurs se réjouissent. Beau temps rime avec client. Les clients ont le sourire et puis ils viennent, on voit qu'ils ont envie de se promener et puis de découvrir des nouvelles collections, voir des couleurs un petit peu plus fraîches et puis parce qu'ils ont envie d'enlever leur gros blouson en fait. J'avoue qu'on a été pris de court parce qu'on n'a pas reçu toutes les collections encore, on va bientôt recevoir toutes les nouvelles collections, donc là on servir des anciens stocks qu'on n'avait pas épuisés la saison d'avant. Et oui, cette année, soleil et printemps sont en avance. Du coup c'est cool, aujourd'hui on n'envie pas les sudistes parce que chez eux il pleut, donc vive la Lorraine quoi. Et le soleil devrait continuer de briller jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, œufs, poules, cloches et autres gourmandises en chocolat sont de retour. À 2 semaines du week-end de Pâques, les chocolatiers sont en effervescence, comme ici dans l'Oise, où l'on ne lésine pas sur la qualité. Ok, t'as reçu tes fèves alors? Regarde, tout est là. Ah, on va voir ça. Dans ces sacs de jute, près de 3 tonnes de fèves de cacao en provenance directe d'Équateur. Première étape pour Bruno Déric, le fondateur de la chocolaterie de La Chelle, contrôler la qualité de ces fèves, les premières de l'année. Quand on tombe sur de bonnes fèves, on a des touches un peu jasmin, même caractéristiques de l'Équateur. Bon là c'est bien. Là ça va faire du bon chocolat. Là ça va être un super chocolat pour Pâques. On peut y aller. La qualité est au rendez-vous car Bruno n'a rien laissé au hasard. Il y a 6 ans, il a fait le choix d'acquérir sa propre plantation de cacaoyers. Au départ, quand on travaillait nos fèves, on achetait des fèves à droite à gauche, en Jamaïque, à Madagascar, en Tanzanie. On arrivait on avait des fèves, il fallait tout retrier parce qu'on retrouvait des cailloux, on trouvait des boulons, on trouvait des crânes de singe. Bon, c'était pas bon. Là, c'est propre, c'est fait par nous-mêmes. Les fèves sont impeccables, elles sont triées et puis elles sont dorlotées dès l'arbre. Bon Maxime, ça va aller? Ouais, très bien. T'en as encore 5 à faire pour ce soir. T'oublies pas? Dans l'atelier, c'est l'effervescence, moulage de cloches, de lapins ou de poules. Les grands classiques ont toujours du succès et à seulement 2 semaines du week-end de Pâques, les journées sont très chargées. C'est beaucoup du boulot. Beaucoup de boulot pour faire du chocolat pour Pâques. C'est un peu dur. Ça arrête pas là, vous en faites combien des cloches comme ça C'est toute la journée. Toute la journée on fait des cloches. On les compte même plus tellement qu'on en fait. Pour ce chocolatier artisanal, les ventes de Pâques représentent 1/4 du chiffre d'affaires annuel. Il faut donc anticiper. Ici, on prépare l'événement près de 2 mois à l'avance. Il y a beaucoup de pression avant les périodes de Noël ou de Pâques. On dort moins bien la nuit, quoi. On voit défiler les cloches, on voit défiler les petits motifs. On pense beaucoup à ça. Ah oui, c'est vraiment 24 heures sur 24. Près de 140 tonnes de chocolat sortent chaque année de ces ateliers. Il faut au moins ça pour satisfaire les gourmands. En 2011, les Français ont consommé 400 000 tonnes de chocolat, soit en moyenne près de 7 kilos par personne. Tout de suite, votre édition des initiatives.